On va commencer un petit peu avec le concept IMIPRO. Qu'est-ce que c'est? Donc, les aliments peuvent avoir plusieurs voies d'action sur notre santé. D'abord, une action non immunologique qui, vous connaissez bien, peuvent être des intoxications, des allergies, des pseudo-allergies qu'on appelle plutôt des intolérances à l'histamine, dues à un manque de diaminooxydase qui dégrade l'histamine qu'on ingère. Les intolérances au lactose, bien sûr. Tout ça, c'est des réactions non immunologiques. Et puis, il y a des réactions immunologiques, dont la plus connue est l'allergie de type 1, donc liée aux IgE. Mais nous, on parle aujourd'hui des allergies de type 3 liées aux IgG. Et dans ce cas-là, on a une réponse retardée. La réponse retardée veut dire vous mangez quelque chose et votre symptôme il va apparaître pas plus tôt qu'après 3 heures jusqu'à 3 jours. Donc souvent, les gens ne font pas le lien avec l'aliment et les problèmes qu'ils ont. Donc, comment ça se passe? Donc, vous avez un allergène. L'allergène qui est consommé, il va être réceptionné par le système CMH. Pardon, c'était pas ça, je voulais dire. Qui, lui, va prendre en charge l'allergène et il va être couplé à des cellules présentatrices d'antigènes. Et c'est là où se décide si le système immunitaire va réagir ou pas. Et ce qui est important dans ce cas, c'est ce ratio des T-lymphocytes régulateurs par rapport au TH17, qui sont des cellules pro-inflammatoires. Cet après-midi, non pas cet après-midi, mais plus tard dans la matinée, on va approfondir ce sujet-là. Mais ça, c'est la réaction normale. Donc, et si vous avez cette réaction-là, vous avez la production de TGF-bêta, et TGF-bêta veut dire tolérance. Donc, il n'y aura pas de réaction immunitaire et vous pouvez tolérer l'aliment. Si par contre, vous avez une réaction TH2 qui prime sur les Treg, alors vous avez deux possibilités. Soit vous produisez de l'IL4, interleukine 4, qui lui est une interleukine qui est responsable pour la production d'IgE. Ou bien, s'il y a des TGF, ou s'il y a des Treg et TH2, et la Treg sont plus présents que les cellules TH2, vous avez la production d'IL10. Et l'interleukine 10 est une interleukine anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'inflammation et vous allez avoir la production des IgG4. Et si malheureusement vous avez une TH17 qui prime sur les Treg, dans ce cas-là, vous avez tout un panel d'interleukines pro-inflammatoires qui sont produites, qui amènent donc à la production des anticorps IgG 1, 2 et 3. Et les anticorps IgG 1, 2 et 3, ils sont tous pro-inflammatoires. Donc, quelle est la conséquence? Si vous avez des IgE, vous allez avoir une dégranulation des mastocytes et la libération d'histamine. Et en fin de compte, vous allez avoir une symptomologie d'une allergie immédiate de type 1, voire dans les cas plus graves, une anaphylaxie. Si par contre vous avez des IgG4, les IgG4 ils vont aussi reconnaître l'antigène, ils vont le fixer, ils vont le transporter dans le foie où ils vont être dégradés par des macrophages. Dans ce cas-là, vous avez aussi une allergie de type 1, mais qui est asymptomatique. Et puis, les autres sous-classes d'IgG, ils vont contribuer à une activation du complément. Ils vont attirer les phagocytes, les neutrophiles, qui vont donc phagocyter et détruire les complexes humains, tout en libérant des médiateurs pro-inflammatoires. Et dans ce cas-là, on est en face d'une allergie de type 3, souvent associée à une inflammation chronique. Parce que vous ne le savez pas, vous consommez l'aliment en permanence, et donc vous allez établir une inflammation chronique. Les controverses qu'on a avec les allergologues sont basées sur les IgG4. Parce que pour un allergologue, un IgG est égal IgG4. Parce que pour eux, c'est l'anticorps qu'ils veulent qu'il soit produit quand ils font une désensibilisation. Quand vous avez une allergie IgE et vous faites une désensibilisation, et bien en fait, c'est cet anticorps-là que vous voulez avoir. Parce qu'il va être 10 000 fois plus concentré que l'IgE, et donc il y a une concurrence pour l'antigène, puisque c'est asymptomatique, donc les symptômes de l'allergie vont diminuer. Et bien sûr, si vous faites une provocation avec un aliment IgG4,
il n'y aura pas de réaction. Donc, pour eux, ça veut dire tolérance. Et c'est à partir d'ici que toutes ces polémiques qui sont propagées par les allergologues, c'est à cause des IgG4, en fait. Mais dans ImmuPro, on dose 98% des résultats qu'on sort, c'est des IgG 1, 2, 3, donc pro-inflammatoires. Bon, là, sur ce tableau-là, vous voyez les différences entre IgG et IgE. Donc, la plus grande différence, c'est que IgE, c'est une apparition immédiate des symptômes. Donc, après quelques minutes, après la consommation, donc vous allez avoir des réactions, souvent cutanées ou gonflement de la muqueuse, ou des démangeaisons. Tandis que la réaction est retardée pour les IgG. Tests de confirmation, les prick tests dans les tests cutanés, ils sont positifs en IgE, mais ils sont toujours négatifs en IgG. Donc, au début, il y avait beaucoup de gens qui voulaient confirmer le test ImmuPro par un prick test. Bien sûr, ça ne marche pas, donc, parce que c'est une autre pathologie. Donc, les tests cutanés sont négatifs dans les IgG. Heureusement, dans les IgE, il y a peu d'aliments qui sont concernés, tandis que dans les IgG, dépendamment de votre flore intestinale et votre perméabilité intestinale, ça se peut qu'il y a beaucoup d'aliments concernés. Aussi, une grande différence, c'est que dans les IgE, vous avez des traces d'allergènes qui sont suffisantes pour induire une anaphylaxie, tandis que dans les IgG, la concentration joue un rôle primordial. Mais la concentration, pas des IgG, mais de l'aliment qu'on consomme. Parce que si on est positif en IgG, on est toujours en excès d'IgG. Et donc, c'est la quantité ingérée qui dépend si vous avez des réactions plus ou moins fortes. Donc, pour les IgE aussi, c'est principalement la peau et la muqueuse et la circulation qui sont concernés. Par contre, pour les IgG, vous avez tous les tissus qui peuvent être concernés, dépendamment de plusieurs facteurs, notamment aussi de la génétique du patient. Voilà. Souvent, en allergie classique, il y a plutôt les enfants qui sont touchés, bien que dans les IgG, c'est principalement aussi les adultes qui sont touchés. Souvent, on n'a pas besoin de faire un test pour savoir si on est allergique contre un aliment, parce que quand vous mordez dans une pomme et 30 secondes plus tard, votre muqueuse va gonfler, ben vous savez que c'est la pomme qui est en cause. Mais si vous mangez quelque chose ce matin, par exemple, et vous avez des problèmes ce soir ou demain matin ou après-demain, ben vous ne mettez jamais en cause l'aliment que vous avez consommé ce matin. Donc là, c'est important d'avoir un test. Autre chose, souvent les IgE deviennent permanents, donc les allergies type 1 deviennent permanents, tandis que la bonne nouvelle, c'est que dans les IgG, si vous traitez votre perméabilité intestinale, si vous éliminez l'aliment, et ceci au moins pendant 1 à 2 ans, vous pouvez être guéri de votre intolérance ou de votre allergie retardée. Ce n'est pas vrai pour tous les aliments, mais pour beaucoup d'aliments. Donc, comment ça se passe avec les IgG? Donc, les IgG vont donc reconnaître un aliment comme agresseur. Ils vont le neutraliser et le fixer. Et en faisant ça, donc, on a la formation d'un complexe humain circulant. Ce complexe humain circulant, puisqu'il active le complément et il fait une attraction des phagocytes, donc sera détruit en conséquence. Souvent, cette destruction se passe en circulation, et si elle se passe en circulation, vous allez avoir une inflammation systémique, mais pas de symptômes spécifiques. Donc, souvent, c'est de la fatigue ou des gens qui sont prédisposés à une hypertension. Ça peut causer des hypertensions, par exemple. Donc, si maintenant, on est en cas de bactéries, de virus et tout ça, eh bien, ces IgG, c'est bien, ça nous protège. Donc, si on fait une vaccination, c'est justement ce qu'on veut atteindre. C'est des anticorps IgG qui reconnaissent un agresseur, qui le détruisent et qui inhibent qu'il puisse se multiplier dans notre organisme. Mais si cet anticorps est dirigé contre un aliment non nocif, qui ne peut pas se multiplier dans notre organisme, ben c'est tout à fait la même réaction qui s'installe. Et donc, il y a cette destruction continue et cette réaction inflammatoire continue. Et à un certain moment, ça peut nous créer des problèmes graves.
Donc, voilà, schématiquement, vous avez les aliments dans l'intestin qui, normalement, ils passent à travers les cellules de la barrière intestinale. Et en faisant ça, ils sont reconnus comme non agressifs et le système immunitaire ne va pas réagir. Si par contre, vous avez des trous donc, dans cette barrière intestinale, soit une hyperperméabilité intestinale, ces aliments peuvent glisser entre les cellules et donc le système immunitaire va réagir de la façon dont j'ai montré auparavant, dépendamment des cellules présentes. Vous allez avoir soit une non-réaction, une réaction de type 1 ou une réaction de type 3. En tout cas, ces anticorps donc, vont reconnaître donc, les aliments, ils vont les fixer, ils vont attirer les phagocytes et les phagocytes vont donc détruire ce complexe humain. Si tout ça se passe en circulation, les tissus ne sont pas affectés et vous n'allez pas avoir de symptômes spécifiques. Par contre, si vous avez un tissu sensibilisé, soit par exemple à cause d'une prédisposition génétique ou un traumatisme antérieur, il y aura des molécules d'adhésion qui sont présentes sur la surface du tissu qui vont attraper donc ce complexe humain et qui va être détruit localement. Et quand il est détruit localement, il y a toujours un excès de protéases, de radicaux libres, qui va, à long terme, dégrader et détruire le tissu environnant, ce qui va donc nous amener à des symptômes spécifiques ou des maladies spécifiques. Bon, un mot sur la prévalence. Donc, les allergies de type 1 sont présentes jusqu'à entre 4 et 8%, dépendamment des pays où on se trouve et de la tranche d'âge qu'on regarde. Les intolérances alimentaires pures, donc des déficits enzymatiques, comme le lactose, fructose ou l'histamine, encore une fois, dépendamment de la géographie où on se trouve, entre 25 et 45% en Europe. En Afrique, en Asie, le lactose peut atteindre jusqu'à 100%, dépendamment de la région, donc c'est très variable. Mais les allergies de type 3, les allergies alimentaires de type 3, ont une prévalence d'environ 50%. Et 50%, c'est quand même important. Et surtout, en cas de maladie chronique inflammatoire, vous avez pratiquement toujours des aliments qui sont impliqués dans la progression de la maladie. Donc, ce n'est pas quelques individus, mais c'est au moins la moitié de la population. Maintenant, en routine clinique, comment choisir les bons tests? Eh ben, ce qui est important, c'est de parler avec le patient et d'essayer de comprendre quand est-ce que les réactions apparaissent. Quand ils apparaissent entre 30 secondes et 30 minutes après l'ingestion d'un aliment, ben c'est probablement une allergie de type 1 aiguë, et dans ce cas-là, vous dosez des IgE. Si c'est une déficience enzymatique, il y a au moins 30 minutes qui passent avant que l'aliment traverse l'estomac pour être fermenté par les bactéries de l'intestin grêle. Et donc là, les symptômes apparaissent entre 30 minutes et 2 heures. Si après 2 heures, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intolérance au lactose et au fructose, par exemple. Et on a principalement des symptômes gastro-intestinaux. Donc, ce n'est pas des migraines ou pas des problèmes d'autres douleurs, mais c'est principalement localisé dans les intestins. Mais si le patient ne peut pas vraiment vous dire quand les réactions apparaissent, ou s'ils vous disent oui, c'est toujours le soir, par exemple, bah, alors c'est probablement une allergie de type 3, et dans ce cas-là, il faudrait tester donc les IgG alimentaires. Donc pourquoi justement doser les IgG et pas par exemple comme le test ALCAT, la réaction des neutrophiles? Ben parce qu'il y a quand même des propriétés aux IgG qui sont très importantes. Tout d'abord, les IgG font donc partie de toute la cascade inflammatoire, donc je l'ai déjà dit, on ne va pas refaire les choses, mais ils ont d'autres propriétés. Ils sont donc opsonisants, ça veut dire ils marquent l'antigène qui doit être détruite. Ils activent le complément qui est nécessaire aussi donc pour l'induction et la finalisation de la réaction inflammatoire. Donc, et pour ça, il faut que ce soit des IgG pro-inflammatoires, donc ceux qu'on dose avec Imupro.
Deuxièmement, c'est des anticorps persistants. Donc, c'est-à-dire ils sont stables, ils ont une demi-vie de 21 jours. Donc, c'est quelque chose qui ne disparaît pas tout de suite. C'est aussi des anticorps stables en dehors du corps. Donc, à température ambiante, la valeur reste stable pendant 7 jours. Donc, on peut bien transporter l'échantillon sans problème. Pour le test ALCAT, par exemple, qui est un test fonctionnel, qui regarde la réaction des neutrophiles, ben, si après 6 heures d'extraction du sang, il commence à se dégrader. Donc, si vous envoyez un échantillon qui circule pendant 2 jours, et le résultat n'est plus fiable. Encore, il n'y a pas d'interférence aux médicaments. Donc, tandis que pour les tests fonctionnels, il y a pas mal d'interférences. Donc, dans le test ALCAT, par exemple, il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire, il ne faut pas prendre de l'aspirine, il ne faut pas prendre ceci, il ne faut pas prendre cela. Donc, tout ça n'est pas le cas pour les IgG. Il n'y a pas d'interférence avec des infections, puisque c'est des IgG spécifiques, donc qu'en dose. C'est une technologie très reproductible, avec une mesure très objective. Et dans nos tests, c'est juste dans nos tests, on a une quantification selon les standards OMS. Donc, il y a tous les avantages, en fait, du côté des IgG par rapport aux autres méthodes. Maintenant, le concept ImuPro. Donc, notre concept, il est basé sur 3 phases. Commun aux 3 phases, c'est la rotation des aliments. Donc, c'est-à-dire ne pas manger le même aliment chaque jour, mais essayer de le décaler 4 jours. Bon, il y a plusieurs effets positifs à ça. D'abord, vous éliminez des erreurs que vous faites. Vous éliminez les risques de contamination. Vous éliminez les risques de développer des nouvelles réactions avec des aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger. Donc, c'est très important. Et puis, donc, après les tests, il y a la première phase, c'est l'élimination. Donc, dans cette élimination, il faut vraiment essayer d'éliminer au maximum tout aliment positif. Dans ce cas-là, vous allez voir une amélioration des symptômes à partir de 2 à 3 jours, voire 2-3 semaines. Tout dépend du symptôme qu'on a et aussi de la rigueur de l'élimination qu'on pratique. Après, dans la deuxième phase, on a la phase de provocation. Pourquoi on a cette phase? Parce que souvent, vous avez des réactions, 30 aliments positifs. Et on sait bien que pas tous les 30 aliments positifs sont responsables d'un symptôme. Ce n'est souvent qu'un seul ou 2 ou 3 aliments qui sont responsables des symptômes. Et donc, avec cette phase de provocation, on identifie les aliments déclencheurs de vos symptômes. Et il y a aussi donc des réactions croisées, dont on va parler après, qui peuvent donner naissance à des réactions positives, IgG positives, mais in vivo ne sont pas effectifs, parce que l'antigène n'est plus présent dans les mêmes conditions qu'initialement. Donc, ce test de provocation vous identifie les aliments déclencheurs et réduit aussi les aliments à éliminer pendant 1 an. Donc, ça allège le régime pour le patient. Et puis, donc, après cette phase de provocation, vous avez une phase de stabilisation. Et dans ce cas-là, vous éliminez tous les aliments déclencheurs pour au moins 1 an. C'est important de les éliminer de façon étendue, parce que vous voulez éliminer les IgG de votre circulation et vous voulez éliminer les cellules mémoire, les cellules lymphocytes mémoire qui sont présentes entre 1 et 2 ans. Donc, si vous faites ça correctement, vous allez diminuer vos anticorps, vous allez stabiliser la santé du patient et dans la plus grande partie des cas, vous allez aussi donc éliminer la sensibilisation à ces aliments. Donc, la phase 1. On a donc, dans notre rapport, vous allez voir, donc, il y a 3 classes, non élevées, élevées et très élevées. Eh bien, pour nous, il n'y a pas de différence entre IgG élevé et IgG très élevé. Donc, chaque aliment qui a un taux d'IgG élevé est à considérer comme être important à ce stade-là. Parce que même des réactions avec des taux pas très élevés peuvent
conduire à des pathologies graves, voire sévères. Et parfois, des taux d'anticorps avec des taux très élevés ne font rien du tout. C'est parce que c'est un faux positif, mais ils n'ont pas encore trouvé une cible. Hein. Et tout dépend aussi donc, du nombre d'épitopes présents sur un aliment qui détermine aussi le taux des anticorps présents. Donc, considérez un taux élevé et très élevé de la même... à éliminer avec la même rigueur. Et ceci pendant 5 à 8 semaines. Pourquoi 5 à 10 semaines? Dans toutes les études qu'on a fait jusqu'à présent étaient étalées sur ces 5 à 8 semaines et on sait que 90% des symptômes se sont améliorés après ce temps-là. Deuxièmement, quand vous arrêtez aujourd'hui de consommer un aliment, vous allez quand même produire des anticorps dans les semaines qui viennent. C'est comme un grand navire qui veut s'arrêter. Il va en marche arrière, mais ça va lui prendre encore 10 km pour s'arrêter. C'est la même chose avec les IgG. Vous avez des lymphocytes B qui ont été créés pour produire ces anticorps. Ils ont une demi-vie de 5 à 6 semaines. Et pendant cette durée de vie, ils continuent à produire des anticorps, même si vous ne consommez plus l'aliment. Et donc, après cette période, votre organisme il est beaucoup plus sensible à ces réactions qu'auparavant. Auparavant, vous êtes plus ou moins arrangé avec vos migraines, avec vos petites douleurs à gauche et à droite et tout ça. Après 5 à 6 semaines, vous savez comment ça se sent quand on se sent bien. Et quand vous introduisez un aliment déclencheur, et là, vous allez le sentir. Donc, c'est un test clinique très, très performant. Donc, vous n'êtes pas guéri après les 5 à 6 semaines. Hein. Tout au contraire, vous êtes plus sensible qu'avant. Puis, donc, la provocation, la deuxième phase, ça se fait comment? Vous prenez un aliment et vous consommez cet aliment-là pendant un jour, à grande quantité. Parce que, j'ai dit avant, la quantité est important pour la concentration de l'aliment est important pour la création de symptômes. De préférence, donc, utiliser un aliment pur, pas transformé. Donc, si vous voulez tester le gluten, bon, vous ne prenez pas un croissant, mais essayez de prendre du seitan, par exemple. Donc, le seitan, c'est du gluten purifié. C'est une vraie bombe antigénique. Donc, et là, vous allez très, très rapidement savoir si c'est le gluten aussi ou non. Sinon, pour les autres produits, ce n'est pas si grave. Mais c'est important de ne pas utiliser des produits transformés. Consommez pleinement ce jour-là, et puis donc vous observez deux choses. Une fois, vous observez pendant 3 jours s'il y a des symptômes qui réapparaissent. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà bon. Et deuxièmement, vous contrôlez votre poids corporel chaque jour, le matin, dans les mêmes conditions. Pourquoi? Parce que quand vous avez une réaction inflammatoire, vous allez avoir une rétention d'eau. Et cette rétention d'eau, vous allez l'avoir sur la balance le lendemain. Si vous avez, du jour à l'autre, une augmentation d'1 kilo, voire plus, ça veut dire qu'il y a une rétention d'eau et qu'il y a une réaction inflammatoire, dans ce cas-là, systémique. Donc, ce n'est pas un déclencheur d'un symptôme, mais c'est une réaction inflammatoire. Donc, c'est un vrai positif. Et il faudrait l'éliminer parce que c'est un aliment potentiellement dangereux qui peut créer des symptômes dans le futur ou bien qui crée des inflammations systémiques. Et si vous avez un problème systémique, comme par exemple l'hypertension artérielle, ça va contribuer à l'hypertension artérielle. Donc, cette provocation, elle va vous prendre environ 4 jours par aliment. Donc, bien sûr, vous n'avez pas... Souvent, ce n'est pas possible de faire cette provocation avec tous les aliments positifs. Mais souvent, vous savez aussi que pas tous les aliments positifs sont consommés régulièrement. Donc, concentrez-vous sur les aliments que vous consommez au moins plus que 2 fois par semaine, 2 fois par semaine, parce que ce sont les aliments les plus dangereux, théoriquement, parce que un aliment prend 3 jours à être éliminé. Donc, si vous consommez un aliment plus que 2 fois par semaine, il est présent en permanence. Donc, c'est bien sûr que les aliments que vous consommez qui peuvent vous nuire. Donc, c'est sur ces aliments-là qu'il faut se pencher.
Et donc, encore une fois, donc vous mangez un aliment, il y a une prise de poids ou une apparition de symptômes. Dans ce cas-là, donc, il est à éliminer pendant 1 an. S'il n'y a pas de changement, donc ni de prise de poids, ni d'apparition de symptômes, alors c'est un aliment qu'on peut autoriser en rotation. Donc, c'est toujours pas un faux positif, mais c'est un aliment non déclencheur pour l'instant. Donc, et si on le consomme en rotation, ça allège le régime et ça ne fait pas de dégâts aux patients. Donc, pour la troisième phase, la phase de stabilisation, donc on a 2 possibilités. Tout dépend des causes que vous avez fait le test ou des raisons pour que vous avez fait les tests. Vous pouvez vous focuser sur les aliments déclencheurs, donc c'est-à-dire qui déclenchent des symptômes. Donc, dans ce cas-là, à partir de 25 aliments, vous allez peut-être éliminer 5, pas plus. Vous faites votre focus sur disons la migraine ou un autre problème. Par contre, si vous voulez utiliser le test dans la médecine préventive ou pour des problèmes systémiques, il faut prendre en compte tous les aliments qui provoquent une augmentation du poids, parce que c'est une réaction inflammatoire. Donc, c'est à vous de décider, ou aux patients de décider quelle approche ils vont faire. Donc, en résumé, la phase de stabilisation est destinée à retrouver donc la balance du bien-être, l'élimination des aliments déclencheurs pendant 1 an, tous les autres aliments à consommer en rotation. Le but, c'est de réduire ou éliminer donc les IgG de l'organisme, d'améliorer la santé, et dans la grande majorité des aliments, ils sont à nouveau tolérés. Parfois, donc, dans mon cas, par exemple, la levure, je ne la tolère toujours pas. Après 17 ans, je ne la tolère toujours pas. Il y a des raisons pour ça. D'abord, c'est ubiquitaire, donc elle est pratiquement partout. Et il y a une réaction croisée avec les candidats aussi. Donc, si vous avez des candidoses de temps en temps, ben, vous allez avoir toujours un problème avec la levure aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe donc après cette phase de stabilisation? Donc, après 1 an, vous allez refaire un test de provocation avec les aliments éliminés. Si les symptômes réapparaissent ou il y a une augmentation du poids, bien sûr, il faut continuer à les exclure de votre alimentation. Et vous continuez la rotation donc, pour les autres aliments. S'il n'y a pas d'augmentation de poids, pas de symptômes, donc vous pouvez donc réintroduire cet aliment dans votre alimentation, mais en rotation. Quand est-ce qu'on fait le test? Comment l'utiliser en cabinet? Si vous avez des problèmes gastro-intestinaux, problèmes d'obésité, asthme, douleurs chroniques, rhinite récurrente, obstruction des voies ORL, troubles de comportement, des problèmes scolaires, des migraines, donc des maladies auto-immunes, dont on parlera encore après. Donc tout ce qui est, qu'on peut dire, des pathologies chroniques avec un terrain inflammatoire peuvent être une bonne indication pour le test ImuPro, surtout si les traitements antérieurs étaient inefficaces. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est très bien à faire. Mais il faut aussi qu'au niveau du patient, qu'il comprenne ce qui va se passer. Parce que ça ne sert à rien de leur faire payer 500 € et après, ils ne savent pas ce qui se passe ou ils ne peuvent pas suivre le régime. Donc, il faut bien l'instruire. Il doit être à même de suivre. Et après, donc, vous choisissez donc un panel approprié, dépendamment des moyens financiers qu'il a ou des problèmes qu'il a. Donc, on a plusieurs panels. Marcel va peut-être vous le présenter cet après-midi. Donc, bien sûr que si on dose plus d'aliments, on a plus de chances de tomber sur l'aliment déclencheur, mais souvent, avec des panels un peu plus petits, on a aussi des bons résultats. 5 minutes. Donc, la marche à suivre, je la laisse à mes collègues. Après, donc, ils vont vous dire. Bon, je vais quand même parler quelques mots sur les réactions croisées. Donc, les réactions croisées, ça peut donner naissance donc, à des réactions inexpliquées. Votre patient vous dit, mais je n'ai jamais mangé cet aliment-là, pourquoi j'ai une réaction? Donc, ça crée des doutes. Et on ne sait pas s'il y a une importance clinique derrière ou pas. Donc,
c'est vrai que de temps en temps, c'est pas évident euh, de faire face à ces réactions, et donc c'est important de les connaître. Donc un aliment peut avoir des réactions croisées avec d'autres aliments, avec des animaux, avec du pollen ou avec un agent infectieux. Je pense que vous allez avoir accès à ces présentations, donc je ne vais pas m'acharner sur les détails, mais vous voyez par exemple que l'armoise commune, donc Artemisia vulgaris, elle a quand même tout un panel d'aliments qui peuvent faire une réaction croisée avec cette plante. Tout dépend de l'épitope initial qui est concerné. La même chose pour le bouleau. Donc là, vous avez tous les fruits qui ont des noyaux, par exemple, donc, qui sont concernés. Mais ça, c'est relativement classique. Vous connaissez ces réactions croisées, des allergies classiques IgE respiratoires, donc, mais on a les mêmes problèmes au niveau des IgG. Les pollens d'herbe, par exemple. L'ambroisie. Mais les acariens. Maintenant, on arrive sur les bestioles plus intéressantes. Donc les acariens, par exemple, ils peuvent faire des réactions croisées avec tout ce qui est coquillage ou crustacés. Et on a eu des cas où les gens étaient très positifs à l'huître, mais n'ont jamais mangé d'huître parce que d'abord il est détesté, deuxièmement c'était trop cher, donc, mais il était toujours positif aux huîtres. Et la raison, c'est la réaction aux acariens. Donc dans ce cas-là, et souvent les gens ont aussi des problèmes respiratoires dans ce cas-là. Et le conseil qu'on donne dans ce cas-ci, c'est changez votre matelas, changez votre coussin, parce que c'est là où vous vous sensibilisez, c'est quand vous dormez. Le latex, il y a des gens qui réagissent au latex. Donc, et là, vous voyez encore une fois les aliments qui peuvent être concernés. Le Borrelia. Donc maintenant, on arrive dans les maladies des infections froides. Et là, Eric Menat et les spécialistes aussi, ils peuvent vous dire des choses. Mais là, vous voyez, vous avez des réactions contre l'amande, le poulet, les agneaux d'Inde, les coquillages, le soja, et ainsi de suite. Donc, si vous avez une borréliose, ça peut vous créer des réactions contre des aliments. Epstein-Barr, donc beaucoup de gens, je dirais la majorité des gens a eu contact avec ce virus-là. Et voilà tout ce qui est réaction croisée avec l'Epstein-Barr. Et surtout, si vous avez des réactivations du virus qui fait des taux beaucoup plus élevés, vous allez avoir des réactions importantes. On trouve beaucoup de choux de Bruxelles, par exemple, positifs. Mais les gens ne mangent pas trop de choux de Bruxelles. Mais souvent, c'est l'Epstein-Barr qui peut être en cause. Le rotavirus. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés avec le rotavirus. Et vous allez voir, la caséine, le gluten, il une réaction croisée au rotavirus. Donc, même des gens qui disent, voilà, j'ai éliminé l'aliment pendant 1 an, mais le taux ne diminue pas. Alors, ça veut dire qu'il y a une réaction croisée, et souvent, c'est contre des virus. Donc, ce serait intéressant de faire le dosage des anticorps antivirus, anti-Epstein-Barr dans ces patients-là pour voir la cause. Le gluten, il y a une très belle publication d'Aristo Vojdani qui a montré que le gluten, il a quand même beaucoup de réactions croisées. Et non seulement avec des aliments, mais aussi avec des tissus. Ce sera le sujet de ma prochaine présentation. Mais aussi là, donc, on voit qu'il y a une réaction contre le lait de vache, même le lactosérum, les levures, le maïs, le millet, des cafés et tout ça. Donc, ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais ça peut être le cas, dépendamment de l'épitope concerné. Et un autre, aussi très intéressant, là, c'est une allergie aux viandes, et elle ne concerne que les viandes rouges. Et ça a été découvert en 2002. Et l'origine, en fait, c'est un double sucre qui est concerné, qui se fixe sur des protéines et qui devient donc antigénique. Et aux États-Unis, il y a un foyer au sud-est, donc Floride et là où il y a le hurricane, là pour l'instant, où cette tique est présente, et c'est là la plus grande concentration de l'allergie à la viande rouge. Mais il faut savoir que ce composé, il est aussi présent dans des médicaments anticancéreux. Donc quelqu'un qui a fait donc un cancer et qui est traité avec ce produit-là, il va avoir des anticorps. Et c'est comme ça que ça se présente. Donc vous avez tous les viandes rouges positives et vous avez la dinde, l'oie
et le poulet sont complètement négatifs. C'est parce que les volailles ne contiennent pas ce composé. Et il est présent dans toutes les viandes rouges, sauf dans le singe et l'homme. Donc, c'est pour ça qu'on fait des réactions allergiques contre ce composé. Donc, quand vous avez ça, vous êtes effrayé et vous dites putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est probablement. Donc, il faut creuser et vous allez voir. Bon, c'est pas que le truc anticancéreux, mais il y a des remplacements de liquide, comme l'hémacel par exemple, et qu'il contient aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir et prendre en compte. Et puis, vous avez le syndrome pork cat. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on sous-estime. Les gens ont quand même un contact très, très intense avec les animaux domestiques, surtout avec les chats. Et donc, il y a une réaction d'albumine du porc avec l'albumine, réaction croisée avec l'albumine du chat. Et donc, ça peut expliquer donc, des réactions positives au porc et surtout au sanglier. Et c'est important pour les musulmans, parce que les musulmans ils ne mangent pas de porc, mais ils ont des chats. Et on a eu des problèmes à Dubaï, en Arabie Saoudite, où les gens ont fait le test et le porc était au plafond. Bon, pour ne pas discriminer ces gens-là, donc nos collègues là-bas, ils ont enlevé le porc du rapport. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas conformes à leur religion, non, c'était parce qu'il avait des chats à la maison et il a une réaction contre le chat et ça s'est traduit bien sûr dans une réaction positive dans nos tests. Et c'est des réactions qui sont importantes, donc cliniquement importantes. Donc je connais des cas où il y a un contact intense avec les chats et le seul produit positif, c'est le porc et le sanglier. Et à chaque fois que cette personne mange des produits de porc, bon, le sanglier, elle ne mange pas, mais le porc, elle a des éruptions cutanées, par exemple. Et la même chose se passe quand elle a un contact trop intense avec les chats. Donc, c'est quelque chose, oui, j'ai terminé, c'est quelque chose de cliniquement significatif. Et le dernier, c'est les anti-CCD. C'est encore plus embêtant parce que dans ce cas-là, vous avez 130, 140, 200 aliments positifs qui sortent positifs. Et en fait, c'est causé parce que vous avez un anticorps qui est commun à toutes les plantes. Donc l'anticorps reconnaît donc un épitope qui est commun à toutes les plantes et elle est principalement causée donc, par des morsures de guêpes ou d'abeilles. Donc il est présent dans le venin d'abeilles et de guêpes. Et il est présent donc, dans le réfort et dans l'ananas. Donc, mais on ne sait pas, l'implication clinique n'est pas claire. Donc il y a des aliments où effectivement il y a un impact clinique, mais pour la plus grande partie, ce n'est pas le cas. Mais ça, c'est un résultat, par exemple, que vous pouvez voir. Bon, il est en anglais, mais ce n'est pas grave. Donc ici, vous avez tous les légumes, ils sont tous positifs, hein, il y a des taux très très élevés. Vous avez les céréales sans gluten, ils sont tout à fait au même dépôt. Ici, vous avez la viande, c'est complètement négatif. Vous avez les poissons, ils sont complètement négatifs. Bon, le laitage, donc ça c'est un vrai positif, donc ce n'est pas une réaction croisée pour le lait, mais tout le reste est négatif. Et c'est classiquement dans les herbes et les condiments, pratiquement tout est positif. Dans les fruits, tout est positif. Donc, ça ne veut pas dire que la patiente doit maintenant plus rien manger ou manger que du poisson ou de la viande. Mais ça, c'est une réaction anti-CCD. Et la prendre en charge, c'est pas simple, mais c'est faisable. Donc, dans ce cas-là, on ne sait pas s'il y a une vraie réaction ou pas une réaction derrière. Ça cache les vraies réactions, parce que ça se peut tout à fait que 80% sont faussement négatifs et les autres 20% sont réellement positifs. Donc, dans ce cas-là, ce que je recommande, c'est d'essayer de dresser un tableau et de demander ce que le patient consomme plus que 2 fois par semaine. Et se pencher sur cela, et les autres, vous les laissez en rotation. Et comme ça, c'est faisable. Encore la dernière réaction, c'est la réaction aux œufs. On s'aperçoit qu'au fur des années, les réactions contre les œufs augmentent.
Donc, et aujourd'hui, je pense que tu le dis aussi, les œufs, c'est le numéro 1 des réactions. Dans le temps, c'était les laitages, maintenant, c'est devenu les œufs. Donc, mais est-ce que c'est des vraies réactions ou est-ce que c'est des réactions non spécifiques? Il y a un labo en Allemagne, donc Dr Rouch, qui a fait un très beau travail, parce qu'elle était très sceptique au début de prendre l'Imipro dans son labo. Et en fait, parce qu'on dit que, ou les allergologues, ils disent, si vous mangez quelque chose régulièrement, c'est normal d'avoir des IgG. Eh ben, c'est une bêtise. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de gens qui mangent des pommes de terre 5 fois par semaine, ou du bœuf et du blabla, tous les trucs, ils ne sont jamais positifs. Donc, c'est une bêtise. Et elle a voulu vérifier tout ça. Donc, ce qu'elle a fait une petite étude où elle a fait le test d'IgG sur les œufs, lait de vache et le soja sur une trentaine de personnes. Et ils étaient tous négatifs. Pour ceux qui étaient négatifs, ont dû manger donc pendant 4 semaines 2-3 fois par jour, soit boire du lait, soit prendre du soja ou des œufs. Et après 4 semaines, donc ils ont refait un test. Non, après 3 semaines. Et après 3 semaines, ils ont refait un test. Et après, encore une fois, 4 semaines, après la provocation, ils ont refait un test. Et dans aucun cas, il y a une augmentation d'un anticorps, soit pour le soja, le lait ou les œufs. Donc ça veut dire que ça n'a rien à faire avec ce que vous avez consommé hier ou quelque chose que vous consommez régulièrement. Donc on ne peut pas tout simplement provoquer des IgG en mangeant un aliment pendant quelques semaines. Il faut savoir que dans l'industrie pharmaceutique, 500 milliards d'œufs sont utilisés pour la production de grippe chaque année. Et ici, donc, c'est une statistique allemande. Donc, le taux de vaccination, donc le taux de couverture de vaccination va de 55 à 82%, dépendamment de la tranche d'âge qu'on regarde pour les femmes, et un peu moins, mais pareil pour les hommes. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, au moins, c'est pour l'Allemagne de l'Ouest, 20 millions de ces 60 millions, donc un tiers, sont vaccinés contre la grippe. Si on sait que, et il faut savoir que dans la grippe, bien sûr, vous injectez l'antigène. Donc, si votre système immunitaire va réagir contre les résidus de protéines de l'œuf, ça va donner quand même naissance à beaucoup d'anticorps. Ce n'est pas la même chose que quand vous les ingérez. Donc, vous injectez ici l'antigène. Et donc, entre 10 et 40% ressentent donc des douleurs au site de l'injection. 5 à 10% vont faire des températures élevées. Donc, c'est une inflammation aiguë dans ce cas-là. Et ont des malaises. Il y a des cas de choc anaphylactique et 1 par million va développer un syndrome de Guillain-Barré. Donc, c'est important et c'est probablement la raison pour laquelle on trouve une augmentation des réactions contre les œufs. Donc, on peut dire que les réactions contre les œufs ou le blanc d'œuf ne sont pas des faux positifs. Ils sont causés par l'augmentation du taux de vaccination, d'une part, et une sensibilisation contre la protéine des œufs qui est incluse donc, dans les vaccins. Il faut absolument les considérer comme réels. Et ils peuvent causer vraiment des maladies chroniques en cas de consommation d'œufs. Et encore une fois, on consomme beaucoup d'œufs. Pas seulement en forme naturelle, mais aussi donc, dans tout ce qui est gâteau et crème et ainsi de suite. Et donc ces anticorps qu'on dose ici sont pro-inflammatoires. Merci.